Qu'est-ce qui va pas avec Facebook là? Bonsoir. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pour vous aider à améliorer votre vie. Personne n'a le brevet de la vie, hein. On se bat, on essaye d'améliorer, de changer les génomes. Là, je suis en pleine forêt. Il y a des arbres, il y a des oiseaux. Vous sentez, vous ressentez le chant des oiseaux. Et chaque signe des oiseaux est un signe particulier. Le direct a été coupé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a de plus en plus de problèmes avec Zuckerberg. Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a des gens ciblés. Il faut fermer, il faut, il faut faire taire les panafricanistes, il faut faire taire les leaders d'opinion. Et il y a des Noirs américains qui ont porté plainte à Facebook parce que Facebook était en train de fermer la parole des vrais gens. Quand vous parlez des conneries, quand vous dansez, quand vous buvez la bière, ils vous laissent faire ce que vous voulez. Mais quand vous parlez de conscientisation, parce que l'heure est à la conscientisation, ils ne vont jamais vous laisser. Hein. Je vois Facebook m'envoie souvent des factures. Ils me disent de payer des sommes. Je dis, mais je n'ai jamais fait de la publicité. Je ne fais pas de la publicité sur Facebook. Je vends de la connaissance. Et même si je faisais de la publicité, c'est mérité parce que nous, c'est nous qui enrichissons Facebook. C'est pour dire à mes frères africains que le monde n'est pas un jeu. Le monde est dur. La violence est partout. Et si on ne prépare pas nos enfants, si on ne prépare pas nos jeunes à comprendre comment on se bat, il y aura toujours des problèmes. Ce live sera très court parce que j'ai pas assez de temps. Je suis en train de faire ma pleine méditation. Nous sommes dans un monde où nous devons apprendre par nous-mêmes la douleur. Nous devons nous battre. Chacun doit trouver sa route. C'est ça qui fait que les Noirs restent pauvres. On ne se sert pas des victoires de nos aînés pour avancer. Et nos aînés sont là, ils font la route et personne ne suit et la route est encerclée d'herbe après. La civilisation, c'est de transmettre les codes de génération en génération. La civilisation, c'est que nos enfants soient héritiers, pas de nos maisons. La maison n'est pas un héritage. La voiture n'est pas un héritage. On hérite de la pensée, du savoir. La preuve, regardez tous nos milliardaires qu'on a en Afrique. Dès qu'ils meurent, eux-mêmes sont d'abord bordéliques et désordonnés. Ils vous laissent 200 héritiers bâtards. Et puis ils vous laissent 150 femmes. Et la guerre commence. Donc nous n'avons pas une discipline. J'étais en réunion tout à l'heure avec mon équipe. Mon frère est partenaire. Et j'ai senti qu'il y a parfois un décalage entre mes idées et ce que pensent les gens. Je ne fais pas mes lives pour blesser les gens. Je ne fais pas mes lives pour insulter ou dénigrer. Et je ne veux pas qu'on retienne ça de moi. Voilà. Je fais des lives pour parfois faire passer un message. Et même quand c'est violent, c'est là où j'essaye pour détendre un peu, de lancer un petit mot. Je prends un exemple. Quand je dis que l'Afrique a deux problèmes, il y a d'un côté les villageois et les progressistes. Je n'insulte personne. C'est la réalité. Même en France, ici, il y a deux camps. Il y a les progressistes et les conservateurs. Les conservateurs, c'est là où tu trouves tous les gens de Marine Le Pen, tous ces haineux-là, et tous ces petits personnages qui veulent imposer leur vision à un pays comme la France qui doit aller de l'avant.
Vous arrivez aux États-Unis, il y a le même débat entre les conservateurs et puis les démocrates. Vous arrivez partout dans le monde, c'est comme ça. Mais la différence chez nous, c'est que c'est les conservateurs qui veulent encore gagner. Et quand on dit conservateur, il n'y a rien de positif là-dedans. Ils ne conservent rien, ils conservent la domination d'une ethnie sur une autre et qui va écraser, qui va créer l'ivoirité ou d'autres concepts bêtes, la xénophobie. Quand je dis bête, c'est pas relié à une personne. Je pense que les gens doivent nettoyer leurs oreilles quand je parle désormais. Je suis fatigué des petites critiques inutiles là. Je ne suis pas un enfant, je suis un maître de la parole. Donc quand je prends la parole et que je mette un mot, il faut qu'on respecte ça. Je n'insulte pas les gens. Parfois, je fais même juste une allusion et on veut m'imposer le fait que je parle des gens. Je ne parle pas de gens, moi. J'évite. Même quand ces gens sont fourbes et désagréables, j'évite de citer les gens. Parce que ce n'est pas de mon ressort de... voilà, donc je tiens à préciser ça. Je ne suis pas un homme du caveau. Hein. Je suis quand même ce que l'Afrique peut produire de mieux en termes de liberté, de réflexion, d'idéal de liberté. Je ne veux pas qu'on me mette dans une case. Alors, ce que je voulais vous dire est très important. C'est-à-dire que là où on est incohérent en Afrique, c'est que des gens qui se battent pour une liberté, entre guillemets, dans un pays, vont soutenir dans un autre pays parfois des gens qui confisquent et qui créent les divisions et la xénophobie. C'est paradoxal. C'est pour ça que je dis qu'il faut être cohérent. Tout le monde ne peut pas être cohérent parce que c'est du domaine des seigneurs. Je comprends que les gens cherchent le pain. Mais vous ne pouvez pas venir demain soutenir des idéaux qui sont en déphasage complet avec la pensée que vous voulez incarner ailleurs. Moi, quand je me bats en Afrique, je me bats pour qu'il y ait la jeunesse africaine qui soit libre, qui ne soit pas victime des églises endormies, qu'une jeunesse qui n'est pas victime des politiciens, qui, eux, peuvent avoir un passeport diplomatique. Eux peuvent avoir facilement un visa. Eux, ils peuvent demander l'asile. Mais quand on incite dans notre jeunesse, vous savez, je profite de l'occasion pour saluer le retour du président Laurent Gbagbo. Mais j'ai aussi très mal ce soir, parce que, pas mal, parce que avec les Africains, il faut apprendre à être zen, hein, sinon vous tombez malade. Hey, qui m'envoie un petit serpent ici? Oh, serpent, je peux te manger cru. Hein. On dit chez nous que l'enfant du serpent, la mère du serpent, c'est le serpent. Donc, j'étais en train de vous dire que la stabilité, c'est quelque chose. En Afrique, la guerre civile peut commencer à tout moment. Et dénoncer les gens qui veulent attiser la guerre civile, c'est pas être contre la libération de l'Afrique. C'est plutôt inverser les rôles, quoi. Ceux qui créent les guerres civiles ou qui les incitent ne comprennent même pas qu'eux-mêmes sont manipulés par ceux qui les manipulent. Et ceux qui les manipulent ne savent pas qu'ils sont manipulés pour manipuler par ceux qui manipulent parce qu'il faut être manipulé. Moi, c'est ça qui me fait peur. Vous voyez un pays progresser, mais en 5 minutes, on rase tout. Parce que les sentiments du village. Je vous parle en tant qu'un roi, un chef de village. Le sentiment villageois, ce n'est pas dans les villages. C'est l'idée de venir avec en ville. C'est l'idée de venir avec des idées rétrogrades au cœur de la civilisation qui doit bouger. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Aujourd'hui, vous voyez, Poutine et Biden se rencontrent. Les deux ont la bombe atomique. Les deux ne feront jamais la guerre. Les deux ont les mêmes intérêts économiques. Les deux aiment le pétrole. Les deux ne vont pas mourir. Il y a eu les conférences dans le monde, la conférence de Yalta.
Il y a eu la conférence de Berlin. Il y a eu des conférences où les Occidentaux se sont assis pour diviser l'Afrique et le reste du monde. Ils ont partagé le monde comme un gâteau. Vous croyez que Poutine et Biden vont se battre pour quel pays en Afrique? La Centrafrique? C'est-à-dire, il y a une naïveté qui est entretenue même par une élite qui elle-même parfois a des diplômes et des titres inutiles. Nous ne pouvons pas mentir à notre jeunesse si nous voulons faire la décolonisation de l'Afrique. Nous ne pouvons pas mentir à notre jeunesse si nous voulons faire vraiment, j'emprunte ce terme à un frère que j'adore, nous ne pouvons pas décoloniser l'Afrique tant que ceux qui parlent n'ont pas le droit. Tant que ceux qui parlent ont leur place en asile psychiatrique. Tant que ceux qui parlent n'ont pas fini même leurs humanités pour certains. Tout le monde n'a pas la parole. Tout le monde n'a pas le droit à la parole, je suis désolé. Je respecte les gens qui font leur live, qui font leur vie. Mais la vie, ce n'est pas un jeu. C'est la parole qui construit, c'est la parole qui détruit. Alors laisser la place publique, laisser la scène publique aux gens immatures, ça a des conséquences terribles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution en Afrique. On a parlé du Mali il y a quelques jours. Où est le Mali? Où est la révolution malienne? Les gens qui criaient Assimi Goïta, bientôt ils seront en cessation de paiement. Bientôt c'est la charia qu'on est en train d'installer là-bas. Maintenant on découpe les pieds et les mains des gens parce qu'ils ont volé un bout de pain. Ils appellent ça la charia. La charia est une culture africaine depuis quand? Depuis quand la charia est dans la tradition africaine? Dans nos villages où il y a la tolérance, dans nos villages où parfois le papa fait venir un neveu pour continuer à faire les enfants à sa place, dans nos villages où on ne mange pas seul, dans nos villages où on met un régime de bananes, parfois un seau d'eau pour que le passant mange. Vous voyez donc que l'Afrique est emballée dans une poubelle idéologique entretenue par les sachants sous prétexte de combattre. Mais vous combattez quoi? C'est comme Boko Haram. Quand Boko Haram dit l'éducation occidentale est un péché, mais quand il tue les gens là, avec l'arme des Occidentaux, c'est pas un péché? Alors, soit vous détestez tellement les autres, les blancs et tout, que vous êtes prêts à aller même avec les pires des sadiques, des esclavagistes, des animaux, qui détruisent la jeunesse. Au Nigeria, on viole, on détourne, chaque semaine pratiquement, 300, 400 écolières. Elles ont entre 9 et 14 ans, elles sont violées pendant des mois. Au nom de la charia africaine, au nom de Boko Haram, parce que l'éducation occidentale. Alors, je comprends que nous vivons dans un monde, je suis découragé. Je suis découragé, mes frères. On va continuer de lutter, mais je suis découragé parce que même je ne savais pas que le panafricanisme, c'est la charia. Le panafricanisme, c'est supporter l'incompétence. Le panafricanisme, c'est supporter le dictateur qui est là, qui n'apporte rien à son peuple, juste parce qu'il faut rejeter les autres. L'intelligence nous commande d'embrasser même parfois notre ennemi. C'est pour ça que vous avez vu Biden et Poutine s'asseoir 4 heures. C'est pour ça que vous allez toujours voir le président chinois et le président américain s'embrasser. Ils sont totalement adversaires. La guerre commerciale est une guerre idéologique, est une guerre politique.
Nous sommes en train de lancer un média. J'ose croire que ce média sera vraiment porteur des idéaux du savoir. Sinon, on sera contradictoire. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi on veut enfermer l'Africain dans des batailles de démocratisation du vent? La seule démocratie, la seule liberté qu'on peut arracher aujourd'hui se retrouve dans les machines, dans la connaissance, dans les savoirs pointus. Mettons nos enfants au travail. Vous ne pouvez pas avoir une masse de gens à Abidjan qui courent et vous dites que c'est une population. Vous ne pouvez pas avoir une foule à Dakar qui casse tout et vous dites que vous avez une population. Vous ne pouvez pas avoir... Moi, je vous parle là. Je vous prends une situation particulière. Finalement, je ne sais même pas qui est intellectuel en Afrique. Je ne me prévaux de rien, je n'ai pas besoin. Mais j'ai très mal pour ce continent. Vous avez un jeune dans un pays comme le Cameroun qui a décidé de dénoncer les conditions de misère extrême dans des plantations comme au temps de l'esclavage. Évidemment, avec ses mots, avec sa pression, bon, il était peut-être excessif. Mais après, il y a une justice. Je ne commande pas la justice. Le gars est condamné parce qu'il dénonce. Mais où est le peuple? Où est le peuple? Vous ne savez, je n'incite à rien. Laissez-moi dormir tranquille. Mais je veux quand même vous pousser à la réflexion. Vous ne savez pas que pour qu'il y ait une révolte, il y a toujours, même pour qu'il y ait la guerre, il y a toujours des causes lointaines et des causes immédiates. Le printemps arabe que vous citez souvent là en exemple, c'est venu de quoi? Il y a 10 ans, 11 ans même, un jeune vendeur de tomates, Bouazizi, était en Tunisie avec son master en poche. Il vendait les tomates. Il a fait au moins 1000 demandes d'emploi, aucune réponse. Et il a une femme et des enfants et sa mère, il vit chez sa mère. Et pour nourrir donc cette petite famille, il se met à vendre des tomates au bord de la rue. Et un agent de l'ordre, une policière zélée, est venu botter sa cargaison de tomates frélatées parce qu'il doit payer les impôts en plus. Non seulement il n'a pas de situation stable, non seulement il n'a pas d'emploi, en plus il se débrouille, on vient encore détruire sa débrouillardise. La suite, c'est du lindodome, je vous laisse commenter. Tout un pays s'est levé parce que le jeune s'est immolé pour dire que s'il n'a même plus le droit. Voilà ce qu'on appelle une conscience nationale, panafricaine. Encourager les gens à se lever pour dire stop à telle brutalité, à l'embastillement de la conscience. Il s'est immolé et cet acte a déstabilisé toute la région jusqu'aujourd'hui. Ça a rabattu les cartes des gens qui dormaient sur l'or. Les Ben Ali, les Moubarak, les ceci, cela, les tout ça là, tous ces gars-là. Parce que le peuple a pris conscience qu'on ne va pas payer toute la vie. Mais on parle de conscience. Alors, vous voyez un jeune, on arrête le jeune, il croit se battre pour la libération, il se bat pour personne. J'ai vu sa grand-mère pleurer, j'ai vu sa pauvre mère tomber en syncope. Et maintenant, les gens parlent de cotiser pour lui donner du savon. Et ça, c'est une question de savon. Je prends juste ces exemples-là pour vous dire que ce qui manque dans les États africains, c'est créer une conscience nationale. C'est créer un rêve. Quel pays on veut? Parce que pendant que les gens se battent pour imaginer un pays,
les 3/4, donc 80% des gens ne veulent même rien. Des gens ne veulent rien. Les gens ne veulent rien. On ne demande même pas de brûler, mais la conscience nationale, c'est que ici en Europe, parfois on arrête même quelqu'un pour... Vous voyez les gens marcher pour le droit des femmes à l'avortement. Le droit des femmes à changer de sexe. Le mariage homosexuel. Ils ont des combats terribles et les gens sont pleins parce que c'est ça la conscience. Mais quand toi tu te bats pour un peuple et tu te rends compte que personne n'est avec toi, mais donc finalement tu ne te bats pour personne. Et c'est ça. Tant qu'on ne sait pas fédérer, il faut déjà pour fédérer, il faut jouer comme fédéreur, c'est-à-dire aucune erreur. Toutes les touches de balle doivent être lâchées, léchées. Il faut choisir qui est notre leader, qui est notre fédéreur. Je suis passé à la télévision ivoirienne, la première chaîne, la RTI, et dans la plus grosse émission, je persiste. Ça peut énerver quelques-uns, mais c'est comme ça. Je salue le peuple de Côte d'Ivoire où c'est un pays qui aime les talents. Je ressens très peu ce sentiment-là dans les autres pays africains. Donc je suis passé à la RTI, la première chaîne, et l'émission c'est midi. Jean-Michel Honnin et Joseph Fandjou, et puis j'étais en train d'expliquer quelque chose de fondamental. J'expliquais que si vous laissez 10 Africains dans une salle et que vous demandez qui est le leader, vous allez trouver 10 cadavres. Personne n'accepte que personne. Mais est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce qu'on peut vivre dans un pays où tout le monde a un rêve d'être roi, d'être calife, à la place du calife? Vous mettez 10 Européens dans une salle, vous leur demandez, trouvez-moi le leader ici. En 2 minutes, ils vous disent, on choisit Joubert. On choisit Olivier. Parce qu'ils savent déjà, ils sont préparés, ils se connaissent, ils connaissent les fonctions, les rôles, les grades et la lutte de chacun et la position. Une société n'est pas dans le désordre. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas. Les réseaux sociaux devaient être les vecteurs de la conscience noire, de la libération des peuples opprimés. Mais les réseaux sociaux sont devenus le carrefour de toutes les dissonances. C'est la rue de la joie. Chaque bruit, chaque bar met le bar, met la musique un peu plus forte. Chaque apôtre a son église. Chaque pensant a ses followers. Si vous demandez donc à ces gens de mutualiser, de se regrouper, personne n'est plus avec vous. Personne. Et c'est ça qui est ma crainte. C'est ça qui est ma crainte. Je reprends. Vous prenez 10 Africains, même avec les longs diplômes comme ça, comme nos longues têtes là. Vous les mettez dans un bureau. Vous dites, choisissez-moi qui doit conduire le peuple vers Canaan. Parce qu'on aime les références bibliques. Si tu ne parles pas sans référence biblique en Afrique, tu n'es pas intelligent. Et Dieu n'est pas avec toi. Donc, nous allons donc vers Canaan. Qui est le leader? Vous allez trouver 10 cadavres. Même le cul-de-jatte. Même celui qui n'a rien à dire. Mais regardez dans les réunions de famille. Regardez dans les réunions de famille. Sous prétexte que vous avez parfois le même sang, vous avez un uluberlu qui se lève là-bas avec sa culotte déchirée, il bloque un projet. Il dit qu'il n'est pas d'accord. On dit tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu as même compris de quoi on parle? Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il n'y aura pas de lumière ici. Tant qu'il est vivant, il n'y a pas d'électricité. Donc
c'est caricatural, mais c'est effectivement ce qui nous enferme aujourd'hui. Même les Arabes que vous vénérez là, qui ont créé l'esclavage en Afrique, quand vous êtes dans les pays arabes, même le leadership ne se discute pas. Non, ils ne discutent pas le leadership. Regardez la révolution algérienne. Il fallait que comment il s'appelle même? Il fallait que le président là parte. Comment il s'appelle là? Le président en fauteuil là. Les Algériens ont pris une semaine pour régler un contentieux de 60 ans. Il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu un soldat tué. Il n'y a pas eu des peuples embastillés. Parce qu'en réalité, bon, je parlais de Bouteflika. En réalité, tout le monde était d'accord qu'il faut déposer le tétraplégique. Tout le monde était d'accord qu'il faut passer à autre chose. Les avocats étaient dehors. Les profs d'université étaient dehors. Les chômeurs, les étudiants, les élèves étaient dehors. Les mamans étaient dehors. Les grands-mères étaient dehors parce que c'est ça, la conscience. Nos choses échouent parce que vous avez l'impression parfois que des frères sont en guerre. Les gens ont l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts, même entre les mêmes gens qui ont les mêmes visions. Et tant qu'on n'a pas atteint cet espoir-là, citez-moi un pays en Afrique où il y a la conscience nationale. Parce que là-dedans, il y a un facteur tribal. Là-dedans, vous trouvez que les patriotes croient qu'ils sont plus légitimes que ceux qui se battent aussi pour la liberté. Tous ont fui, tous ont migré, tous ont abandonné leur ancien geôlier pour venir chercher le pain et la liberté. Mais vous trouvez qu'ils sont en guerre. Pour la même raison, la même cause, ils ne peuvent juste pas se parler parce que vous intégrez là des valeurs, des puanteurs tribales, ethnicides, xénophobes et de la bêtise. Et quand je dis bêtise, je n'insulte personne. Il faut donc savoir que la seule chance pour l'Afrique demain d'aspirer à la libération de la pensée, c'est de laisser la place à un peu d'intelligence, à un peu de rêve, à un destin commun, à un projet commun. Vous ne savez pas comment ça fait mal quand on essaie, nous, ici, de faire des petites analyses et que les gens commencent à croire que vous êtes contre. Que vous êtes contre. Qui va donc fédérer les gens? Qui va fédérer les gens? Vous savez l'énergie qu'il faut pour libérer un pays? Je rigole. Est-ce que les gens savent la force mystique qu'il faut pour libérer un pays? Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, l'appel du 18 juin 1940. De Gaulle était un imposteur à l'époque, mais aujourd'hui c'est un dieu en France. Seul contre tous. Il s'est opposé au gouvernement, à l'armée. Il a traversé la Tamise, Londres, la Manche. Il se retrouvait à Londres comme un orphelin, esselé, sans argent. Il allait supplier Churchill. Laisse-moi parler 2 minutes à la BBC pour mon peuple. Et il a lancé cet appel. Peuple de France, ne vous laissez pas intimider. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Il était rebelle.
Il est rentré en Afrique, au Congo. Il est venu pleurer au Cameroun, à Douala. Il a garé un bateau où nos grands-parents ont mis des victuailles, du bon charbon, du bois, de la nourriture, du plantain, des bananes. On a mis des jeunes filles pour